CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. h 35. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé à ma députée Madoua Nika Kadé, députée de Bourassa Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail. Bon après-midi, Madoua Nika Kadé. Bon après-midi. Mais moi aussi, je trouvais que ça faisait trop longtemps. Je suis très heureuse d'être de retour sur les ondes de CPAM. Ouais, je suis moi aussi très heureux. Et comment ça va, Madoua Nika? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, c'est une session parlementaire très chargée ici à Québec. Évidemment, vous l'avez dit, donc je suis porte-parole en matière de travail notamment. Et aujourd'hui, nous avons commencé l'étude détaillée du projet de loi sur la modernisation dans l'industrie de la construction. Donc, j'en aurais long à dire là-dessus. Déjà, donc, proposé dans l'espace public quelques amendements, au moins un amendement que nous avons communiqué plus tôt cette semaine. Je suis aussi porte-parole pour la jeunesse, langue française, emploi et en remplacement de ma collègue qui est maintenant qui est partie donc en déparatif en raison de sa grossesse. Je suis aussi porte-parole nouvellement en matière d'éducation. Mon Dieu, c'est beaucoup de chapeaux à porter en même temps. Il faut les connaître, tous ces dossiers-là, Madoua. C'est énorme, hein? Ben, oui, écoutez, c'est beaucoup de travail, mais c'est un privilège. C'est un privilège de représenter, oui, mes concitoyens de Montréal-Nord, de Bourassa-Sauvé, de porter ces voix-là à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi un privilège de pouvoir parler au nom des jeunes, des travailleurs, donc de parler de pénurie de main-d'œuvre et des différents dossiers, de trouver une complémentarité là-dedans. Donc, je ne suis pas à plaindre. Et aujourd'hui, c'est une motion que vous avez parrainé, motion pour faire en sorte qu'on rémunère les stages avec des entités gouvernementales, n'est-ce pas? Exactement. Sinon, hier, j'ai déposé une motion en chambre concernant donc la rémunération des stages dans le secteur public, et c'est pas la première fois. Hein. Donc, le 25 octobre dernier, donc à l'automne déjà, j'ai déjà donc en septembre, j'avais publié une lettre dans le Journal de Montréal sur le sujet dès la rentrée académique. Par la suite, j'ai déposé une motion sur le sujet demandant que le gouvernement mette en place la rémunération des stages dans le secteur public dans les délais les plus favorables. Et à ce moment-là, la motion avait été adoptée à l'unanimité des parlementaires, incluant le gouvernement. Donc, c'était un gain, hein, on se disait, donc il y a une certaine victoire là-dedans, donc différentes conversations pour que l'on puisse rémunérer ces stages-là. Donc, Madame la ministre Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, avait évoqué qu'elle était d'accord avec le principe et qu'elle travaillait là-dessus. Mais dans le dernier budget, la semaine dernière, en fait, il y a 2 semaines, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, la question de la rémunération des stages n'était pas au rendez-vous. Donc, dans le budget de l'enseignement supérieur, qui est de 11 milliards, il n'y avait absolument rien, donc, à cet égard, ni en emploi, ni en travail. Donc, je me suis dit, on va reposer la question au gouvernement. Donc, c'est pour ça que j'ai déposé cette motion hier, et la motion n'a pas été adoptée. Donc, le gouvernement a bloqué la motion. Puis, hier, je me suis dit, j'ai demandé un échéancier dans ma motion hier. Donc, OK, on veut que d'ici la fin de la session parlementaire, que le gouvernement il dépose un échéancier parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ils nous ont dit oui. Donc, déposer un échéancier. Aujourd'hui, j'ai posé des questions en chambre au Salon Bleu à la ministre Derry et elle m'a répondu que le gouvernement avait fait des choix et que,
onde de choc en période de questions, qu'il n'y aurait plus de rémunération des stages. Donc, entre hier, le moment où j'ai déposé ma motion et qu'on n'avait pas de réponse, aujourd'hui, très concrètement, la ministre et le gouvernement de la CAQ nous ont répondu qu'il s'agissait d'une autre promesse brisée de la CAQ, qu'il n'y aurait plus de rémunération des stages dans le secteur public. Donc, qu'ils ne souhaitaient plus aller de l'avant avec cette mesure. Alors que, vous l'avez dit, c'était une motion adoptée à l'unanimité, pas hier, là, mais avant, adoptée à l'unanimité, et par la suite, lors du budget, il n'y a pas eu de fonds pour prévoir ces stages rémunérés-là, et ça vous a mis la puce à l'oreille. Vous êtes revenu à la charge avec une autre motion dans le même sens, et là, ils ont voté contre. Donc, tout pour dire que la promesse était brisée à partir du moment où le budget était fait et que on n'avait pas prévu de montant pour rémunérer ces stages-là, non? Exactement. C'est ce qu'on peut voir parce que même, vous savez, on dispose de différents outils parlementaires, nous comme élus. Et déjà la semaine dernière, en commission parlementaire, j'ai eu l'occasion de questionner le ministre Girard aussi, le ministre des Finances, puis lui demander, vous nous dites, donc vos priorités, vous n'arrêtez pas de nous répéter que vos priorités, donc pour ce budget-ci, donc ce sont la santé et l'éducation. Donc c'est même le thème du budget 24-25. En matière d'éducation, je pense que d'une part, de rémunérer donc des stages, donc ça devrait faire partie de vos priorités, d'autant plus que les stages qui se font dans le secteur public sont des stages qui concernent les programmes de formation qui mènent à des métiers des secteurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation. On parle donc évidemment dans les stages en enseignement, les stages en travail social, par exemple, de techniques en radio-diagnostic. Donc, tous des stages qui sont obligatoires à la fin du cursus académique au cégep ou à l'université, dont le seul milieu de stage possible est le secteur public et le gouvernement. Donc, c'est le seul employeur qui est disposé à créer un milieu de stage pour ces jeunes-là, mais ils ne sont pas rémunérés. Puis, à cet égard, moi, j'ai recueilli des témoignages juste aujourd'hui. Donc, on le sait, donc il y a près de 60 000 étudiants qui sont en grève en raison de cette question-là. Il y en avait qui étaient devant l'Assemblée nationale plus tôt aujourd'hui, certains dans les tribunes quand je posais ma question. Puis parmi les témoignages, j'ai recueilli celui de Julie qui nous disait, moi, je travaille 60 heures, donc 30 à l'extérieur, donc pour pouvoir payer donc mes dépenses, mon épicerie et payer mon essence pour aller travailler pour le gouvernement gratuitement. Donc, il y a un certain non-sens là-dedans, alors qu'il s'agit de la future main-d'œuvre dont on a besoin pour pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs névralgiques dont les besoins seront en croissance dans les prochaines années, dans la santé, notamment en raison du vieillissement de la population. Et évidemment, donc, il s'agit donc des gens qui permettent à l'État dès aujourd'hui de pouvoir remplir ses missions essentielles parce que lorsqu'ils sont en milieu de stage, mais ils travaillent, donc ils ne sont pas en stage d'observation, ils travaillent, ils font exactement les mêmes tâches que les employés qui sont à l'emploi de façon permanente pour l'État. Et c'est justement ce que j'allais dire. Imaginez dans le domaine hospitalier, lorsqu'il y a une absence d'un collègue ou d'une collègue infirmière, la stagiaire ou le stagiaire remplace l'infirmière absente d'une manière ou d'une autre, hein, et donc travaille. Oui, exactement, tout à fait. Puis je peux imaginer que bon nombre d'auditeurs donc peuvent être familiers avec ce processus-là. Peut-être que des gens qui nous écoutent sont eux-mêmes passés par là parce qu'on le sait à quel point des gens donc de la communauté donc sont représentés particulièrement dans le secteur de la santé. Donc l'objectif ici c'est aussi donc de corriger un impair, alors que le gouvernement avait la possibilité de faire des choix budgétaires en ce sens, a pris des mauvaises décisions. Il ne s'est pas donné la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour pouvoir rémunérer ces stages-là. Il a plutôt préféré donner 7 millions aux Kings de Los Angeles pour qu'ils puissent venir jouer à Québec, donner des chèques cadeaux de 500 $, donc un peu à tout le monde, sans viser donc les différents besoins. Des chèques qui ont coûté près de 7 milliards à l'État. Aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit de 11 milliards en raison de ces mauvaises décisions-là, alors qu'on aurait pu mieux investir ces sommes-là et corriger cet impair, alors qu'on parle aussi de métiers qui sont à prédominance féminine.
Oui, ça c'est un véritable problème. Ça fait longtemps que la question est soulevée. On va voir effectivement qu'on ne fait pas vraiment cas de cette demande-là et effectivement, il s'agit de métiers occupés de façon prédominante par les femmes. Encore une fois, on peut dire que c'est vraiment un affront fait aux femmes, pas vrai? Complètement un affront donc fait aux femmes, donc à celles qui portent à bout de bras nos systèmes de santé et d'éducation. On n'arrête pas de parler de valorisation des différents métiers et professions dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ben, je pense que surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, et vous m'entendez souvent parler de pénurie de main-d'œuvre en chambre à l'Assemblée, de questionner donc la ministre de l'Emploi sur ces questions-là. Ben, quelle meilleure mesure pour pouvoir venir la combler que nous assurer d'avoir un élément d'attractivité comme celui-ci qui fonctionnerait alors qu'il s'agit d'une demande répétée des associations étudiantes. Puis aussi là-dessus, ben, l'autre enjeu, évidemment, donc c'est aussi la question d'équité intergénérationnelle. Hein? Puis la semaine dernière, j'ai aussi déposé une motion de grief, donc à la suite du budget, donc dans le débat sur le budget. Donc, disant en fait, le gouvernement avait fait fi des principes d'équité intergénérationnelle, non seulement en reléguant le fardeau de sa dette aux prochaines générations avec ce déficit record de 11 milliards, mais aussi en ne se donnant pas, en ne s'octroyant pas la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour faire des choix pour les prochaines générations, comme la rémunération des stages dans le secteur public. Puis, pour moi, le faire travailler les gens gratuitement, là, c'est pas une politique de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, le gouvernement avait la possibilité de faire ces choix-là, et qu'il poursuive dans l'engagement qui s'est donné, parce que la rémunération des stages dans le secteur public, ben, ça peut pas être le prochain troisième lien. Et je constate aussi, puisque vous avez donné l'exemple d'étudiants qui doivent travailler doublement, travailler pour payer son épicerie, mais travailler gratuitement pour le gouvernement, alors qu'on aurait pu donner une bourse bonifiée, n'est-ce pas, en considération du travail et de l'étudiante, n'est-ce pas, pour l'intéresser et faire en sorte que lui s'en tient à un travail et non à avoir à travailler à deux places. Puis c'est ce que je mentionnais dans ma lettre ouverte en septembre dernier, parce que ce qu'on voit, c'est comme l'exemple que je donnais tantôt, donc d'étudiants qui décident donc de retarder leur parcours, de prendre plus de temps pour compléter leurs études parce qu'ils doivent travailler donc 2 fois plus, alors que encore une fois on est en pleine pénurie de main d'œuvre et qu'on sait que ces méthodes-là, ces mécanismes donc d'étirer donc son parcours d'études, bien souvent ça peut être un frein à la persévérance scolaire, à la diplomation, alors qu'encore une fois, on a besoin que ces gens-là donc puissent intégrer le réseau, puissent intégrer le marché du travail relativement rapidement, puis de le faire sans avoir eu à sacrifier autant et à compromettre un peu leur parcours qui leur permet donc de pouvoir aider l'État à répondre à ses missions essentielles. Je sens là une question de l'urne, n'est-ce pas? Ce manquement, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, mais ça peut attendre. C'est une élection dans quoi, presque 2 ans, un an et demi? Un peu plus de 2 ans là encore. Donc dans 2 ans et demi, donc oui, nous serons en élection. C'est une question de l'urne, donc c'est sûr que moi je vais m'assurer que le sujet demeure d'actualité. Je pense y avoir la ferveur des étudiants avec des associations étudiantes avec lesquelles je suis en contact depuis le début. Je pense que leur mobilisation, celle qu'on voit aujourd'hui à la grandeur du Québec, à Montréal, oui, mais aussi à Québec, en Outaouais, à Rimouski, c'est le témoignage là, d'une demande qui est pérenne, mais aussi là, d'un enjeu là, qui n'arrivera pas sous le tapis. Là. Je pense que les étudiants se disent voilà, c'est le prochain grand temps. En fait, c'est l'enjeu de l'heure pour eux et en pleine période d'inflation, d'incertitude économique.
si le gouvernement, plutôt qu'envoyer 500 $ un peu à tout le monde, alors que plus personne voit la couleur de ce chèque-là aujourd'hui, ben voilà une mesure qui aurait été beaucoup plus efficace pour encourager des jeunes qui font le bon choix de vie de continuer, donc de poursuivre leurs études. Et souvent à la demande du gouvernement, hein? Voilà, souvent à la demande du gouvernement de lever la main pour la santé, être préposé aux bénéficiaires, être être oui, vous avez dans tout l'action. à fait raison de le mentionner, parce que dans le cadre de l'opération main-d'œuvre de la ministre de l'Emploi, il y a bien des programmes de formation qui ont donc des stages donc non rémunérés qui doivent être complétés, sont des programmes ciblés dans le cadre de l'opération main-d'œuvre. Donc oui, vous avez raison de mentionner que bien souvent, c'est à la demande du gouvernement. Donc on voit bien toute l'incohérence de la CAQ dans ce dossier. Faisons une petite parenthèse de 5 minutes pour parler du Parti libéral. Oui. Comment se porte le Parti libéral? Le Parti libéral se porte très bien. Le Parti libéral est en santé. Vous voyez que le Parti libéral a des députés motivés, mais aussi une base militante qu'on sent de plus en plus mobilisée. Moi, je suis, vous le savez, donc j'ai été coprésidente du comité sur la relance du parti. J'ai fait le tour du Québec avec l'ancien sénateur André Pratt, qui est désormais donc le nouveau président de la commission politique du parti. Donc, vous voyez qu'on a des gens de qualité qui décident d'occuper des postes bénévoles au sein de l'organisation. Un ex-ministre aussi qui reprend du service, mais vraiment à coacher le parti. Oui, avec Jean-Marc Fournier, donc qui est là aussi, donc qui est très présent également. Donc on voit et en ayant fait cette tournée-là, puis en voyant donc tous ces gens donc qui veulent donner au coup de main. Ce qu'on perçoit, là, c'est qu'il y a une grande insatisfaction de la population pour la CAQ. On le voit dans les sondages, ça c'est très clair. Mais on le voit aussi sur le terrain lorsqu'on organise des colloques. La semaine dernière, j'étais à Trois-Rivières, encore une fois, avec des militants. J'étais donc aussi dans la région de Laval précédemment. Puis on a des nouveaux membres, on a des gens qui n'ont jamais milité pour le Parti libéral du Québec auparavant et qui décident de prendre leur carte de membre, de s'intéresser à nos propositions politiques parce qu'ils voient que nous formons l'alternative au mauvais gouvernement de la CAQ et ils veulent faire partie de cette aventure-là parce qu'ils se disent ce ne sera pas le PQ, ce ne sera pas la séparation du Québec. Nous, ce n'est pas ce qui nous interpelle, mais les propositions libérales en matière économique, en matière d'inclusion aussi, là, qui disent la prospérité, c'est pour tous les Québécois, un parti qui ne cherche pas à diviser les gens, qui veut rassembler tout le monde, puis qui veut que le Québec occupe une place prépondérante et stratégique au sein du Canada. C'est ce qui intéresse, qui interpelle ces nouveaux militants-là. Puis on le voit, puis particulièrement après le mauvais budget, là, le déficit record de 11 milliards de dollars, on voit que le parti est capable d'avoir une saine gestion des finances publiques, de léguer un bon Québec aux prochaines générations, d'avoir des idées innovantes qui nous permettent de grandir, d'aller plus loin, d'être plus fort. Maintenant, Madouanika, ça prend un chef au parti, hein? Tout à fait. Ça prend une vraie élection d'un chef et non comme la dernière fois, n'est-ce pas, qu'il y ait une véritable course? Tout à fait. Puis moi, j'ai toujours affirmé publiquement, puis on peut voir mes citations à cet égard dans l'actualité de la dernière année. Systématiquement, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il nous faut une chefferie, il nous faut une course. C'est ce qui est bon pour le parti et je suis persuadée que nous aurons une course. L'an prochain, ça va passer vite, mais déjà, donc dans un an, on saura donc qui sera le nouveau chef ou la nouvelle chef du Parti libéral du Québec. Parce que sans chef, le parti va continuer à être dans l'incertitude, surtout avec le public qui se demande, mais qui va pouvoir s'illustrer, qui va pouvoir faire un meilleur chef, surtout lorsque dans les sondages on pose cette question-là, on a de la difficulté parce qu'on n'a pas un chef au Parti libéral. Oui, mais vous savez, moi, je suis militante au Parti libéral du Québec depuis longtemps, depuis que je suis au cégep, j'ai mentionné souvent. Donc, je suis d'abord très consciente que j'ai assez de recul là, pour voir que les partis politiques, à travers leur existence, donc font face à des hauts et à des bas. Puis on l'a vu avec le Parti québécois il n'y a pas si longtemps. Donc, tout le monde le donnait mort et puis se disait, voilà, c'est fini comme aventure. On a vu un Bernard Drinville traverser la clôture et décider de devenir ministre caquiste par opportunisme alors qu'il était
au Parti québécois il n'y a pas si longtemps, avec bien d'autres actuels, donc personnes à la CAQ qui sont des anciens du PQ, et on voit aujourd'hui le PQ renaître de ses cendres. Hein, donc, il n'y a absolument rien d'absolu en politique, donc j'ai assez de recul pour voir ça. Mais aussi, je sais que dans la situation actuelle, il faut faire chaque chose en son temps. Donc, quand on a, comme c'est le cas pour moi, donc cette perspective-là, ben, on n'est pas pressé. Hein. Il faut pas faire les choses à l'envers, tout simplement pour avoir un chef. Hein. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que d'abord le dépôt du rapport du comité sur la relance du parti, celui qu'André Pratt et moi avons co-présidé. Que c'est la première étape, donc réussir à nous définir ce que ça signifie être libéral en 2023 et pour les années suivantes, et par la suite donc nous assurer donc de constituer donc une base militante, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui que je viens de vous nommer. On a aussi élu ce dimanche une nouvelle présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, un poste que j'ai occupé par le passé il y a maintenant 10 ans, donc en la personne de Lina Guinness. Donc on voit que les choses s'activent et qu'elles s'activent dans l'ordre. Voilà, c'est bien dit. Merci, Madouanika Kader, députée de Bourassa-Sauvé, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Salutations à tout le monde, à tous les auditeurs, particulièrement ceux de Bourassa-Sauvé. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est temps de remercier tout le monde qui a participé à cette émission. Cassandre Charbonneau-Joubin, co-porte-parole de Mobilisation 6600. Étienne Côté-Paluc, journaliste indépendant en Haïti. Tilou Jean-Paul, journaliste, mais aussi présentateur de Regard et de Réveil Matin. Maître Andrea Grasse du cabinet Consumer Law Group. Sylvain Paquette, président et expert en criminalité financière à l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Madouanika Kader, député de Bourassa-Sauvé, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail. Alors, remercier également Asma Heurteloup et Julie Libage, nos collaboratrices. Remercier qui d'autre? Mais avant de remercier, disons qu'on est mercredi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'immigration qui, avec François Jean-Denis, tout savoir sur l'immigration. Donc, en reprise cet après-midi dans un instant, et suivi plus tard de Tilou Jean-Paul pour Regard, et encore plus tard, mais ça sera avec BS, n'est-ce pas? Et donc, je rappelle que Billet de retour est une production de CJWI en diffusion simultanée sur le www.cpam1410.com, sur YouTube Live et aussi sur d'autres chaînes, n'est-ce pas? Et je dois maintenant prendre le temps de remercier le public qui a choisi CPAM et qui est resté fidèle jusqu'à la toute fin de l'émission. Merci beaucoup, merci. On se donne rendez-vous donc... Non, je dois utiliser une autre formule là-dessus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous dis merci, au revoir et à demain.